Salut Patrick, nous sommes le 20 février et c'est le 8e numéro de Phi 15 l'hebdo. Comment vas-tu? Eh bien écoute, je vais bien Jocelyn, tout va bien et nous allons parler aujourd'hui de 3 sujets. Un sujet, on va parler un peu de Monsieur Benalla et de son ami Vincent Crase, pour lequel les choses sont en train de bouger assez vite, ce qui était à prévoir. Un autre sujet, alors là celui-ci tout à fait sérieux, qui sera sur les intelligents, que j'aime beaucoup cette formule. Là, cette fois-ci, ce sera les intelligents de la politique agricole à l'Europe, parce qu'on a des intelligents partout. Eh oui. Donc ceux-là, on va aller les visiter un peu. Et puis le dernier sujet sera un sujet sur le discours qu'a tenu Jean-Luc Mélenchon le 14 février à l'Assemblée, et qui est en fait sur la fiscalité et les déboires et les affreuses choses que nous fait subir M. Juncker depuis presque 30 ans quand même. Voilà. Alors, M. Benalla et M. Crase. Alors, le juge d'instruction chargé de l'enquête sur les violences du 1er mai. Le 1er mai, vous vous souvenez, c'était donc ces deux personnages qui avaient tabassé un jeune couple, qui avaient, je crois, jeté une bouteille d'eau ou quelque chose comme ça sur les policiers. Il les avait donc tabassés, donc il s'agit de cette histoire-là. Donc les juges d'instruction, ont décidé de révoquer le contrôle judiciaire de 2 anciens collaborateurs de M. Macron à la suite des révélations de Mediapart sur leur rendez-vous secret du 26 juillet. Ils n'avaient pas le droit de se concerter. Ils ont donc pris la liberté de le faire, donc ils se trouvent en infraction. Donc le juge des libertés et de la détention a suivi les réquisitions du procureur de la République et a ordonné leur placement en détention. Alors ce placement en détention a été produit le lundi 18, donc hier du 18 au 19, déjà ils ont déjà fait une nuit en prison, ces deux-là. Bon, on sait pas, alors je crois qu'ils ont un petit régime particulier comme ils sont dans les cellules de VIP peut-être. Ils sont dans les cellules de VIP, en tout cas M. Benalla. Vincent Crase, je suppose aussi, je ne sais pas s'ils sont ensemble. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est un petit malfrat, mais il a quand même le droit déjà, dès le départ, petit privilège. Un petit privilège. Et alors on a appris par contre ce qu'on attendait depuis quelques jours. On a pu avoir le rapport du Sénat, des sénateurs, la suite de cette affaire et de nombreuses autres affaires qui ont suivi, c'est-à-dire les histoires de faux passeports, l'histoire des contrats avec des oligarques russes, etc. Et donc le rapport du Sénat met directement en cause l'Élysée. Alors, la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla a rendu aujourd'hui un rapport accablant de 120 pages. Les sénateurs mettent en cause des responsables de l'Élysée. Alors, les sénateurs ont annoncé leur volonté de transmettre au bureau du Sénat leurs conclusions afin que celui-ci saisisse le procureur de la République de Paris pour plusieurs parjures commis devant leur commission. Ils mettent également en cause, et ça là où ça commence à se corser, parce que M. Benalla et M. Crase, on avait vu, ça paraissait très très évident au vu simplement des commissions si on les avait suivies. D'autres on s'en doutait un peu, mais c'était moins évident. Donc ils mettent également en cause le directeur du cabinet d'Emmanuel Macron, M. Patrick Strozza, le secrétaire général de l'Élysée, M. Alexis Collère, qui a déjà une autre petite affaire sur laquelle il est inquiété actuellement, et le patron du groupe de sécurité de la présidence de la République, le général Lionel Lavergne. Voilà. Tout ceci a pris 7 mois de travail, 48 personnes auditionnées, ce qui est quand même pas rien, 30 informations complémentaires obtenues auprès de l'Élysée et des ministères concernés, 500 pages de documents remis et des conclusions accablantes. Voilà, on peut dire que ce rapport sénatorial est un événement politique, naturellement. À suivre. À suivre. Bon, et bien, on enchaîne ensuite sur les intelligents de la politique agricole à l'Europe. Oui, les intelligents de la politique agricole à l'Europe. Les intelligents, c'est toujours ces gens qui arrivent et qui veulent tout changer, qui ont la science infuse. Et il semblerait qu'à l'Europe, nous ayons les mêmes qu'en France, c'est-à-dire, je parle des macronistes, naturellement. Et j'ai été alerté par ce sujet parce que j'ai vu que le Sénat était en train de fustiger des propos d'un commissaire à l'Europe qui s'appelle Steve Hogan, qui déjà
envisage de nouvelles normes pour la PAC. Alors il faut savoir que la PAC, qui est une aide donc à l'agriculture, aux agriculteurs. C'est la politique agricole commune. Politique agricole commune. Donc il y a des normes qui sont revues tous les 7 ans. Et donc la prochaine échéance, la prochaine session, ça sera de 2021 à 2027. Et nous sommes, je rappelle, en 2018. Donc déjà, on s'en préoccupe très très tôt. On n'attend évidemment pas, bon, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, on n'attend pas qu'il y ait des nouveaux parlementaires qui puissent arriver à l'Europe, bien qu'ici, ce sont des histoires de commission, puisque ce sont des commissaires, évidemment, qui s'occupent de ça. Enfin, quand même, donc on continue dans tout ce qu'on a fait, malgré toutes les difficultés que trouve l'Europe avec cette politique de la PAC, cette politique agricole. Alors, rappelons que dans la politique agricole de l'Europe, une fois que les accords sont signés et que les traités sont adoptés, ce qui en découle, ce sont des aides nécessaires. Ça existe depuis pratiquement le début. Ça s'est accentué avec des traités de libre-échange et de non-concurrence qui viennent de signer, mais depuis le début, il y avait déjà ce système-là. Et donc pour aider les agriculteurs de chaque pays, il y a des normes donc qui sont apportées et on propose une aide à l'agriculture dans chacun de ces pays de façon à pouvoir faire face à cette agriculture très intensive, très productiviste qui existe depuis le début de l'Europe. Depuis le début de l'Europe, c'est le point de vue, c'est comme ça que ça se fait. Et petit à petit, les choses se sont empirées et donc nous en arrivons là maintenant à de nouvelles normes qui nous arrivent. Alors, le commissaire européen en charge de la PAC, un certain monsieur Steve Hogan, donc il envisage les nouvelles normes sur une idée qui est de privilégier une approche de consentement à la rentabilité. C'est-à-dire qu'on va prêter de l'argent, enfin on ne va pas prêter, il va y avoir de l'argent qui va être donné avec un consentement à la rentabilité. C'est-à-dire que les agriculteurs ou les groupes d'agriculteurs européens, il ne s'agit pas que de la France, seront obligés de consentir à ce que l'argent qui leur est ainsi versé soit absolument normé sur une rentabilité. Alors que jusqu'à présent, et ça se passait déjà pas si bien que ça, c'était simplement à la superficie, c'est-à-dire c'était à l'hectare. Et là, ça va être donc à l'hectare, mais à la rentabilité de l'hectare. Donc on est dans un délire total de rentabilité et donc d'ultralibéralisme. Alors le Sénat français qui avait passé ça fustige cette proposition prévoyant une PAC à la carte. Et il a raison, c'est-à-dire qu'en fonction des pays, la France est un petit peu moins intensive que certains autres pays, comme, par exemple, nos amis espagnols, eux, trouvent ça très bien, donc ils le font, etc. Les Pays-Bas aussi sont très intensifs dans leur politique productiviste. Oui, intensifs, productivistes, bien sûr, oui, dans leur politique. Et donc ça va privilégier les effets de rentabilité. Donc les intrants, donc les effets de rentabilité, c'est quoi? On les connaît, ce sont les intrants, les pesticides, les phytos et les engrais de synthèse, etc. Et les OGM également. Bon, voilà. Alors je voulais rappeler quelques chiffres. Alors j'ai repris des chiffres pour qu'on sache bien de quoi on parle. Par an, le budget européen de la PAC est de 55 milliards d'euros. 55 milliards d'euros, ce qui est énorme, pour plus ou moins 500 millions d'habitants. C'est-à-dire que ça fait, ça nous coûte par habitant 110 euros par an, c'est-à-dire 30 centimes par jour, ce qui n'est pas grand-chose. Et donc on pourrait, à la rigueur, si l'on voulait modifier ça, on pourrait le faire d'une manière tout à fait différente. C'est-à-dire on pourrait reprendre la main sur cette affaire-là, si on le voulait. La France reçoit 20% de cette aide et produit 18% de la production européenne agricole. Bon, c'est à peu près, tout ça est à peu près équilibré. Il faut savoir que 80% de ce montant est alloué à 20% des exploitations pour la France, puisqu'il s'agit d'une aide à l'hectare, et donc ça profite évidemment aux très gros exploitants. C'est-à-dire qu'ils ne sont que, c'est les 20 plus gros exploitants, non, les 20% des plus gros exploitants qui reçoivent 80% de cette somme, ce qui est quand même, ce qui explique les difficultés que peuvent rencontrer les agriculteurs et les exploitants français, comme en Europe d'ailleurs, parce que c'est le même principe.
En France, chaque exploitant reçoit en moyenne, c'est une moyenne, 30 000 euros. Et la moitié de ces exploitants ne pourraient pas survivre sans cette aide. C'est-à-dire qu'ils ne reçoivent que 30 000 euros. Mais 30 000 euros, c'est quand même, on verra après comment ils peuvent vivre et comment ils font. Mais sans cette aide, il y a la moitié des exploitants français qui auraient déjà mis la clé sur la porte et qui donc ne seraient plus agriculteurs. Alors, quelques données concernant les agriculteurs. La PAC, nommée par certains, ceux qui n'aiment pas beaucoup la grande faucheuse, produit chez les paysans une mort par suicide pratiquement tous les 2 jours. En France, pratiquement tous les 2 jours, il y a une mort par suicide qui existe. Il n'y a pas, non pas une tentative, mais donc une mort réussie. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui font des tentatives qui n'aboutissent pas, mais là les gens meurent à peu près 1 tous les 2 jours. La mutualité agricole en 2017 donnait le salaire moyen à 1 250 euros mensuels pour les paysans, et pour un tiers de ceux-ci, seulement de 350 euros mensuels. On imagine tous ce que veut dire 350 euros comme revenu, comme salaire. Parce que autant les paysans peuvent vivre sur leur terre et ils sont chez eux ou en location d'ailleurs, ils ne disposent que de 350 euros. Donc ça veut dire, inutile de dire que s'ils ont des enfants et quelques charges, ils ne peuvent absolument pas s'en sortir avec cette somme-là qui est dérisoire. Les retraités, après 40 à 44 ans de labeur, partent avec une allocation. Il y a une moyenne en France qui est de 800 à 900 euros. Pareil, donc c'est-à-dire que c'est pas énorme. Les gens, après avoir travaillé toutes ces années, je rappelle que c'est un travail très dur, c'est un travail qui demande de plus en plus de connaissances. Les gens partent avec 800 à 900 euros par mois. Et pour certains, la ferme ou le lieu où ils travaillaient ne leur appartenait pas. Il ne faut pas penser que toujours les paysans sont propriétaires du lieu. Parfois, ce sont des coopératives ou des locations, des coopératives, je viens de le dire. Donc on n'est pas forcément dans un endroit... Du fermage, on peut dire peut-être. C'est du fermage, oui, ça peut être du fermage. Donc ils partent avec en moyenne une allocation qui ne dépasse pas les 900 euros en tout cas. Et pour couronner le tout, les exploitants sont victimes... alors on dit de l'agribashing, c'est-à-dire qu'ils sont absolument pris depuis de nombreuses années pour des ploucs, des bons à rien. Et puis surtout, malgré toute une grande catégorie d'agriculteurs qui voudraient sortir de ce système de productivisme, ils ne le peuvent pas. Et malheureusement, comme les gens connaissent peu le sujet, eh bien, en gros, les exploitants agricoles sont un peu tous mis dans le même panier comme étant des gens pas très sérieux et pas très écologiques, ce qui est quand même faux. Et alors, inutile de dire que comme ils deviennent de plus en plus pauvres, la solidarité s'effrite, l'isolement et le célibat. Beaucoup de jeunes agriculteurs actuellement vivent seuls, ce sont des hommes en général, pour la plupart, et cherchent femmes mais n'en trouvent pas, ce qui n'est pas si simple. Bon, je ne sais pas si tu connais cette émission, mais il y a une émission qui s'appelle Le bonheur est dans le pré, qui permet aux agriculteurs de pallier à ça. Donc il y a M6. Ah bon, il y a une émission qui existe. Tout à fait. L'amour est dans le pré, L'amour est dans le pré. Je confonds avec le film. L'amour est dans le pré qui permet aux agriculteurs de trouver chaussures à leurs pieds. Chaussures à leurs pieds. Voilà. C'est formidable, j'espère que ça... J'espère. On peut imaginer que ça peut... On en rit, mais c'est quand même triste, effectivement. Oui, c'est triste. Enfin, si ça peut aider, c'est pas plus mal. Et alors, pour finir, je vais vous donner quelques données aussi concernant, là, à ce moment-là, les exploitations. En production laitière en France, parce que c'est quand même un des soucis les plus importants, la catégorie laitière. En France, en 30 ans, en production laitière, je reprends, en France, en 30 ans, les exploitations ont été réduites par 7. C'est-à-dire qu'en 1984, il y avait 380 000 exploitations, il n'y a plus aujourd'hui que 55 000. Le cheptel a été divisé par 2 pour une même production. C'est-à-dire que s'il y avait 50 vaches à un endroit, imaginons que cette exploitation existe toujours, il n'y a plus que 25. Alors ceci s'explique évidemment par la génétique qui est passée par là et qui
pousse à une production de lait, évidemment. Et il faut savoir aussi que la production en France de lait, pour 42%, est destinée à l'export. Alors, comme on le disait tout à l'heure, les revenus laitiers sont dans une fourchette de 1 à 3. C'est-à-dire, vous avez des gens qui doivent gagner 350 €, et puis d'autres, oui, c'est ça, 1250. On retrouve les mêmes chiffres. Et ça, il faut voir qu'il y a une telle injustice, parce qu'il y a 4 centrales d'achat en France, simplement que 4, qui font la pluie et le beau temps. Et ces 4 centrales d'achat, qui fournissent donc toutes les grandes surfaces de distribution, achètent entre 75 à 80% de la production. La plus célèbre, Lactalis. Voilà, et notamment Lactalis, par exemple, qui achète 1 litre de lait. Tenez-vous bien, vous connaissez le prix de votre litre de lait dans votre grande surface ou même chez votre petit magasin, achète le litre de lait à 0,33 centimes. Voilà. Et la plupart du temps, les coûts de production pour rapporter à ce litre de lait sont évidemment plus élevés que ça. Donc c'est pour cette raison qu'il y a donc effectivement des aides. Alors cette infrastructure de la filière laitière, par exemple, est tout à fait à bout de souffle, elle est complètement dérégulée. Et que dire des dégâts humains, sociaux, avec cette agriculture intensive. Environnementaux aussi. Environnementale, la pollution engendrée des rivières et des sols, les scandales sanitaires qui nous arrivent une fois de temps en temps, et de la qualité des produits qui n'est presque jamais ou pas abordée. Parce que la qualité des produits, Jean-Luc Mélenchon parle souvent des histoires de pommes, mais on trouve la même chose pour le lait ou pour des volailles ou pour ce qu'on veut. On n'a plus les mêmes valeurs nutritives et évidemment c'est en plus nettement moins bon qu'il y a quelques années. Une pomme aujourd'hui a beaucoup moins de vitamines que les pommes qu'on mangeait il y a 30-40 ans. Je crois qu'il en fallait une pour 30 ou je ne sais plus ce que dit Jean-Luc Mélenchon. En parle souvent dans ses meetings, mais c'est absolument... donc on retrouve la même chose avec le lait naturellement. On peut citer, comme on parle d'environnement, on peut citer un chiffre là, je crois que c'est c'est Le Monde qui a dû faire un article sur le sujet, sur la disparition inquiétante des insectes. En 30 ans, on a perdu 80% des insectes, ce qui est quand même énorme, et ce qui a un impact après sur la biodiversité. Bien sûr, et la pollinisation, etc. Bien sûr. Une petite anecdote que donne un agriculteur. Il explique qu'il vendait un veau il y a 3 ans 300 €. Et aujourd'hui, il le vend entre 50 à 70 €. Donc c'est un dérèglement phénoménal aussi préoccupant que le dérèglement climatique. C'est-à-dire que non seulement il y a énormément d'argent qui est mis, il y a des règles et des normes de plus en plus drastiques et qui ne tiennent pas compte des réalités, et qui dérèglent totalement et qui détruisent des vies, et qui nous donnent, en gros, un livre vient de sortir qui s'appelle La famine au sud et la malbouffe au nord. C'est-à-dire qu'on est dans un truc, non seulement on mange mal, mais en plus il y a des gens qui tous les jours se suicident à cause d'un système totalement inique. Pas pour mémoire, mais pour savoir que ce qui était vendu 100 en 1970, qui avait la valeur de 100 en 70, est passé aujourd'hui à 45. C'est-à-dire qu'en 50 ans, ça perd 1 par an. Mais le travail est toujours le même. Et la difficulté est toujours la même, puisque ça demande de plus en plus de connaissances. Et surtout, les investissements sont de plus en plus lourds. Donc, ça explique que ça ne peut pas fonctionner. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, pour finir sur ces chiffres, en 1950, c'est-à-dire il y a 70 ans, ça peut paraître loin, et en fait, c'est pas si loin, 80% de la population mondiale étaient des agriculteurs, pour 40% aujourd'hui. Alors, en Europe, toujours pour la même date, en 1950, il y avait 36% d'agriculteurs dans l'Europe, c'est une moyenne naturellement, et aujourd'hui ils sont 2 à 3%.
C'est-à-dire que ça fait une perte sur ces 70 ans à peu près de 4 millions d'exploitations. Je veux bien que ce soit en 70 ans, c'est quand même assez préoccupant parce que on est tous obligés de faire quelques repas par jour pour se sentir en bonne santé. Quand même. Alors après, j'ai repris un peu ce qui existe actuellement sur que peut-on faire en dehors de revoir de fond en comble l'import et l'export européen, les traités internationaux de libre circulation et de concurrence. Et puis peut-être on pourrait imaginer autonomiser l'Europe sur sa production et sa consommation interne. Rien ne nous empêche, plutôt que de vouloir faire des échanges, on n'a rien contre les Chinois, mais ça serait bien pour eux également, ou même les États-Unis ou l'Asie, que chacun fasse son travail, non pas pays par pays, mais en groupe, ou un groupe important, parce que ça c'est sûrement tout à fait intéressant, mais sans faire des transports absolument infernaux de production, ce qui ne sert strictement à rien. On mange quand même des tomates qui nous viennent de Chine, quoi. Enfin, ça devient... Donc on pourrait essayer de trouver, en retravaillant tout ça à l'Europe, à condition d'avoir des bonnes volontés avec nous, une production, une consommation interne, et comme on aurait forcément un surplus, développer une exportation socialisée vers des pays dépourvus sans leur imposer une dépendance. C'est-à-dire, je pense par exemple à l'Afrique, sans imposer aucune dépendance, ni leur faire modifier leur mode de vie, ni leur mode de consommation, socialiser un peu ce qui est en surplus. L'Afrique qui est quand même à nos portes, qui est tout à côté. L'Afrique, c'est quand même, au moins, il est beaucoup plus simple. On a à peu près que la Méditerranée à traverser. On peut prendre des accords avec les pays du Maghreb et on peut faire un vrai travail. Le travail de l'Europe se fait plus recentré autour de la Méditerranée que de partir Chine, États-Unis. Enfin, ça, on le sait bien. Comment faire avec ce... Il y a un dilemme, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui dans une agriculture très productiviste, intensive, qui détruit... non seulement qui nous fait de la malbouffe, qui détruit l'environnement. Et ce que nous avons actuellement sous la main, c'est une agriculture bio. Et donc, qui est un travail. L'agriculture bio, je vais rappeler ce qu'elle est en fait en réalité. Elle est normée, elle est certifiée, ce qui permet d'obtenir des aides pour les paysans sous contrôle de cahier des charges et d'obligations, de moyens. Ce qui, dans un premier temps, quand même, perturbe un petit peu les expérimentations, parce qu'on ne va pas pouvoir passer, c'est évident, chacun peut le comprendre, bon, d'abord, il y a des accords internationaux, tout ce qu'on vient de se dire, deuxièmement, après, il y a une agriculture, il y a des gens qui voudraient changer le mode d'agriculture, sauf qu'on ne peut pas rentrer immédiatement dans le bio, inévitablement, on est obligé de le faire par des transitions, à condition que chacun joue le jeu naturellement. Et là, une des difficultés avec le bio, qui est tout à fait intéressante et nécessaire, puisque l'agriculture biologique, elle refuse les engrais et les produits phyto de synthèse, ainsi que les OGM. Sauf que actuellement, il faudrait qu'elle se modifie, qu'elle évolue, puisqu'elle est aussi dans une obligation, en tout cas jusqu'à présent, de faire un énorme travail sur le sol, c'est-à-dire de beaucoup retravailler le sol, et on sait que ça déstocke énormément du carbone. Donc ça pose un autre problème. Donc il va falloir que l'agriculture bio, qui a des charges jusqu'à présent qui sont tout à fait intéressantes, de façon à pouvoir se développer et qu'il y ait des transitions de cette agriculture dont nous ne voulons plus vers du bio ou une agriculture écologique, en tout cas, il va falloir à un moment la retravailler. Mais tout ça, il faut, pour que tout ceci marche, que chacun joue le jeu. C'est-à-dire qu'il faut que les politiques, les ingénieurs agronomes, les gens du terrain, les paysans, et puis va falloir que tout ce monde-là se mette d'accord, et ça va être évidemment long, et que tant que nous n'aurons pas changé à l'Europe ces traités type TAFTA, CETA, etc., eh bien malheureusement on sera très 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 freiné pour faire une vraie, avant que ça soit une révolution, déjà une transition, une évolution et une révolution nécessaire. Elle est absolument nécessaire à plus d'un titre,
sauf que ça va nous prendre du temps. Bon, c'est pas très gai ce que je raconte, simplement ce que l'on voit, c'est que ces fameux intelligents de la politique agricole à l'Europe, il n'est pas nécessaire de se mettre à travailler. Nous sommes début 2019. Il s'agit de trouver d'autres normes qui entreront en vigueur simplement qu'en 21, c'est-à-dire dans 2 ans. Et ils sont déjà en train de se coller là-dessus. On se demande ce que les lobbies sont en train de faire. Comment y arriver, quoi. C'est un peu désespérant, mais il faut aussi qu'on sache que le bio ou le hors norme, il y a par exemple un petit peu partout, il y a des jeunes agriculteurs qui s'installent et qui s'installent hors les normes. Donc il y a la permaculture. Et puis il y a un peu la permaculture, mais ce sont des toutes petites quantités pour l'instant. Il y a quelque chose qui est rassurant, oui, il y a quelque chose qui est rassurant sur l'agriculture bio, c'est que si actuellement elle pouvait être développée totalement sur l'agriculture, une agriculture mondiale, en tout cas celle du Nord en tout cas, elle n'aurait que il manquerait quand même 20% de production. Mais, par rapport à une agriculture telle qu'elle existe actuellement. Mais, 2 choses. Ça, c'est quelque chose qui peut évoluer, qui peut se travailler. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a 30% de gaspillage. Sur 100 produits qui sont fabriqués, qui sont vendus, qui circulent dans le monde. C'est vrai, oui. Il y en a 30 qui sont gaspillage, jeté, etc. Donc il y a évidemment également tout ce travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé sans doute d'avoir autant de production, de produits finis, si on peut appeler ça comme ça, qu'actuellement avec la bio, ou en tout cas avec une agriculture écologique. On fait la différence entre bio et agriculture écologique parce que l'agriculture écologique, dans les pays du Sud, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire que c'est une agriculture où ils ne font pas appel à des intrants qui soient des engrais, des désherbants ou des phytos de synthèse. Il peut y avoir des intrants ou des engrais, mais qui sont des engrais naturels. Qui sont dits biologiques, effectivement. Qui sont dits biologiques. Oui. Donc effectivement, on ne peut pas totalement travailler de la même manière. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce qu'on appelle traditionnellement le Nord et le Sud. Donc c'est essentiellement nous, le Nord, qui sommes impactés. Qui sommes impactés, et puis qui en même temps, ce sont nous qui gâchons effectivement le climat, ça on le sait bien. Donc on devrait pouvoir y arriver. Simplement, il faut arriver à ce qu'il y ait des gens compétents et des gens responsables, éco-responsables, je dirais, des politiques éco-responsables qui soient nommés à l'Europe. Je ne sais pas si c'est un terme qui existe, mais on pourrait l'employer. Je ne l'ai pas entendu encore. Ouais, mais ça pourrait être des politiques éco-responsables. On vient d'inventer un concept. On leur donnerait ça déjà, et si seulement ils appliquaient ça, ça serait de toute façon formidable. Parce que ça veut dire tout. Ça veut dire l'humain et le social aussi en même temps. Donc on serait tout à fait tranquille, on arriverait à ce qu'on veut. Voilà. Exactement. Bon, c'est pas très gai, mais il fallait en parler parce que c'est des choses qui sont là en train de se tramer, qui existent sans arrêt. Pendant ce temps-là, ce gouvernement, M. Macron, continue son petit bonhomme de chemin. Il nous fait peur avec tout un tas de choses qu'on voit encore ces jours-ci. C'est des thèmes dont on reparlera déjà pendant la campagne, puisque le candidat que nous soutenons, Frédéric Vial, connaît bien ces sujets-là. Notamment les traités de libre-échange. Bien sûr. Donc on reparlera de tout ça, et un traité là qui vient d'être signé encore à Singapour. Singapour, oui. Donc ça n'arrête pas, on va droit dans le mur, mais bon. C'est-à-dire tout le monde sait que ça ne marche pas, même quelqu'un comme Trump, qu'on ne peut pas penser comme étant une grande lumière. Finalement, je ne sais plus, il voulait l'interdire, le CETA, je ne sais pas si il avait interdit. Est-ce que ça a vraiment été en application ou pas? J'en sais rien. Non, c'est pas le CETA. Non, c'est le traité entre les États-Unis et le Canada. Et le du TAFTA. Qui était suspendu. C'est suspendu son arrêté, C'est le TAFTA qui a été suspendu, et du coup il y a eu le CETA. Mais ce qui est assez pervers, c'est que grâce au CETA, comme il y a des accords entre les États-Unis et le Canada, ça passe des États-Unis par le Canada et du Canada en Europe. Voilà. Donc bon. C'est le billard à 3 bandes, quoi, ça continue. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que tout le monde, c'est ça, ce qu'on est en train de dire, ce dont on discute, selon les choses sur lesquelles on se bagarre, qu'on voudrait voir changer, on le sait tous et on n'y arrive pas. Donc il faudrait quand même qu'il y ait... on ne sait pas bien ce qui se passe, mais il faut qu'il se produise quelque chose. Parce qu'on dénonce les choses et en même temps,
Ça continue, on en signe tous les jours, enfin on en signe. Il y a des traités qui sont signés sans être même avalisés par les parlements européens, les parlements nationaux. Donc ça devient une énorme plaisanterie quand même. Bah, c'est-à-dire qu'en attendant d'avoir des politiques responsables, il faut essayer d'influer sur les choses en tant que consommateur. C'est pas facile, mais... C'est pas facile, on est mal parti, surtout si on fait un petit peu un historique de ce qu'on va lire maintenant, hein, quand on voit comment ce président de la Commission européenne, M. Juncker, roule l'Europe entière dans la farine sans qu'il se passe quoi que ce soit. Tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Il y a des sommes considérables qu'il manque, des sommes qui feraient que l'équilibre de la plupart des nations ne serait pas en déséquilibre, c'est-à-dire que la France ne serait pas du tout en déséquilibre budgétaire, si elle pouvait percevoir effectivement les impôts qui lui sont dus. Mais non, mais tout ça s'est passé au Luxembourg. Je ne sais pas ce que fait le Luxembourg de tout cet argent. Ça, on n'en parle jamais. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu parler de ces choses-là. Il faudrait qu'on aille voir du côté de nos amis suisses, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. On se demande. Tout ça pour revenir donc à quelque chose que je vais reprendre, que vous avez peut-être vu, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande vraiment d'y aller. C'est un exposé qu'a fait Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, qui était le 14 février, et qui est donc sur la fiscalité telle qu'elle existe en Europe, et surtout la façon dont M. Juncker et le Luxembourg a complètement spolié le reste des pays européens sur la fiscalité que les grandes entreprises devaient payer à la France, l'Espagne, enfin différents pays, et que le Luxembourg a capté dans un premier temps dans notre dos, ce que nous ne savions pas, et nous l'avons appris, vous vous souvenez, en 2014, grâce à ce fameux scandale dit des LuxLeaks. Alors je vais vous redonner 2-3 chiffres, simplement. Le déficit public de la France est de 67 milliards d'euros par an. Bon. Et 80 milliards d'euros échappent chaque année à l'impôt, soit par la fraude fiscale, soit par des pratiques d'évasion légale, mais immorales à nos yeux. C'est-à-dire que là-dedans, il y a le travail qui n'est pas fait d'aller chercher cet argent. Et deuxièmement, il y a donc le Luxembourg qui, lui, prend des accords particuliers avec des grosses sociétés. C'est-à-dire que McDonald's, par exemple, pour ne citer que celui-ci, mais la plupart des grosses multinationales sont dans ce cas, a domicilié ses activités françaises au Luxembourg, et donc ne paye pas d'impôts en France, ou pratiquement rien, et paye très peu d'impôts au Luxembourg. Mais paye quand même un petit peu d'impôts au Luxembourg. Donc c'est des accords qui ont été pris, qui ont été signés entre M. Juncker lorsqu'il était Premier ministre du Luxembourg. Écoutez bien le background de ce monsieur quand même. Il a été le Premier ministre entre 1995 et 2013 au Luxembourg. Il a été également le ministre des Finances, donc en juxtaposant les deux fonctions, donc de 89 à 2009. Donc là, il y a une juxtaposition, donc le ministre des Finances, et en même temps, de 2005 à 2013, ce qui fait un petit bail, ça fait 18 ans, si je ne me trompe pas, il a été président de l'Eurogroupe. Alors le président de l'Eurogroupe, c'est-à-dire que c'est le premier parmi les ministres des Finances de la zone euro. Donc c'est lui qui a décidé de tout. Ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que, alors, il semblerait que les pays européens n'étaient pas tout à fait au courant de ça, en tout cas officiellement. On ne peut pas imaginer qu'à l'Europe, à la Commission, il n'y ait pas eu des fuites, qu'on n'ait pas vu ce truc-là. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça puisse exister. Comment se fait-il que cette affaire puisse exister ? Monsieur Juncker a signé 340 accords secrets passés entre le gouvernement du Luxembourg et des multinationales. Et à la suite de ce fameux scandale, donc des LuxLeaks, les entreprises concernées ne payaient en réalité que 2% d'impôts en moyenne, alors que l'imposition au Luxembourg, je crois que de moyenne, elle est de 27 ou 29%.
donc évidemment payait beaucoup moins. Donc il n'a pas gagné énormément d'argent, mais il a gagné de l'argent. Mais pendant ce temps-là, cet argent-là n'était pas payé en France ou ailleurs ou dans d'autres pays. Voilà. Donc toutes, ou la plupart, ou la grande part de ces entreprises ont donc organisé leur rapatriement au Luxembourg de leurs bénéfices réalisés dans les autres pays. Voilà. Et ce truc-là existe et il ne se passe rien. Et Jean-Luc Mélenchon a été attiré par un texte, donc le 14 février, par un texte que le gouvernement voulait faire passer en catémini et sans débat selon la procédure dite de l'examen simplifié. Heureusement, plusieurs groupes de l'Assemblée ont demandé le débat en séance. Et donc, il y avait donc une convention fiscale entre la France et le Luxembourg. Et donc, cette convention fiscale qui allait se signer, qui va peut-être se signer, puisque la majorité a donné son aval au gouvernement, donc elle sera signée puisque, évidemment, M. Macron aura la majorité. Dans cette convention, il y a l'article 15 qui prévoit que les dirigeants d'entreprise, écoutez bien la manœuvre, que les dirigeants d'entreprise qui reçoivent des rémunérations pour leur présence dans un conseil de direction ou d'administration situé au Luxembourg ne paieront plus d'impôts en France sur cet argent, même s'ils y habitent, s'ils habitent en France. Voilà. Donc c'est un truc encore plus dégoûtant, encore plus crasseux. Il y a déjà tout ce qu'on vient de dire, avec tout cet argent qui s'enfuit, qui font quand même des coupes dans le social en France, enfin avec tout ce que l'on connaît. Hein, comment on va à part à la chasse aux demandeurs d'emploi, etc. en France. Et bien voilà, cette majorité, ce monsieur Macron, avec sa majorité, ils font glisser ce truc. C'est peut-être pas une somme très très importante, je ne le sais pas, je l'ignore. C'est peut-être... je ne sais pas. Mais ils introduisent... Il n'y en avait pas assez. Si on part du principe qu'il y a 900 sièges d'entreprises au Luxembourg, c'est à peu près ça. Hein. Ce qui est énorme quand même. Je sais pas, par habitant, ça fait combien de sièges de société. Oui. Tu multiplies ça par 900, enfin, ça doit faire une bonne somme quand même. Oui, ça fait une bonne somme. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que les gens, ça s'appelle, ceux qui sont au conseil de direction d'administration, ça s'appelle... Les jetons de présence. Des jetons de présence, voilà. Donc, ils vont au Luxembourg, c'est pour une société française ou une société américaine, ils sont au conseil de direction ou d'administration, ils touchent leurs petits jetons de présence, et jusqu'à présent, ils payaient un impôt dessus en France, ils ne paieront plus. C'est incroyable quand ce monsieur se dit « Ah là, je ne suis pas du tout le président des riches, vous n'avez rien compris. » Mais c'est quoi? Non, c'est pas le président des riches, c'est le président des salauds. Non, ça s'appelle comme ça. Oui, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'est vraiment infernal. Voilà. Alors, moi, je ne sais plus quoi vous dire. C'est absolument faramineux qu'un tel vol soit organisé au sein même de l'Europe et que ça ne bouge pas et que tout le monde est au courant et qu'il ne s'y passe rien. Voilà. Parce que les traités interdisent toute limitation au mouvement de capitaux entre les États membres, mais aussi avec les pays extérieurs de l'Union européenne. Donc les seules possibilités de restriction introduites sont exceptionnelles et requièrent encore une fois l'unanimité. C'est-à-dire que pour changer ça, la règle fiscale, sauf si donc cette règle fiscale, l'harmonisation fiscale, écoutez bien la phrase de cette règle, elle est assez extraordinaire, l'harmonisation fiscale n'est autorisée que si, c'est-à-dire le changement d'harmonisation, la demande d'harmonisation fiscale, n'est autorisée que si l'objectif poursuivi est l'amélioration de la concurrence. C'est-à-dire que, comme les pays, c'est ahurissant, c'est amour, c'est hurler de rire en fait. C'est-à-dire les pays sont en pleine concurrence, donc on dirait qu'il y a une harmonisation fiscale justement pour plus qu'il y ait de dumping fiscal, donc de dumping social, mais ça sous-entendrait que si on fait ça, c'est parce qu'on va favoriser la concurrence. Mais en faisant ça, on essaie justement de détruire la concurrence, donc en gros on ne peut pas. Donc c'est un scandale. Tout ceci est un scandale et ça ne peut être changé qu'à l'unanimité. Alors donc effectivement se posera la question. Eh bien là, pour l'instant, on est en train de parler des députés à l'Europe. En 2022, je ne sais pas ce qu'on arrivera à faire, mais il se posera bien la question, si jamais ce gouvernement français est tenu par des insoumis, on verra qui et quoi,
il sera grand temps de s'occuper des traités, et efficacement. Sinon, tout ce qu'on essaie, tout ce qu'on veut dire, on n'y arrivera pas. C'est simple. À chaque fois qu'on prend un sujet, enfin c'est ça, oui, à chaque fois qu'on prend un sujet, on se heurte à ce truc-là. Donc, de toute façon, quoi que nous fassions, il faudra qu'il y ait une réaction drastique et anticipée de notre part. Et oui. Bon, on va se dire qu'on va y arriver. Espérons. Mais soyons vigilants. Tout à fait. Eh bien, merci Patrick. On peut dire à nos fidèles auditeurs, Oui. téléspectateurs, qu'il y aura un petit peu moins de vidéos. On en fera une semaine sur Oui, deux. oui, on va ralentir un peu parce qu'on a un autre travail à faire, notamment toi. Oui. Qui est le travail. On assure un peu la campagne de Frédéric Vial. Voilà, il y a toute une série de vidéos tout à fait intéressantes qui arrivent, qui sont en préparation. Donc on se verra tous les 15 jours. Donc on va se voir tous les 15 jours. Le temps de la campagne. Voilà. Voilà, le temps de la campagne. Bon, et bien on invite nos amis les pouces bleus. Voilà. Et puis à s'abonner. Et puis abonnez-vous, faites circuler. S'il y a des choses qui vous semblent à discuter, n'hésitez pas, mettez un petit à commenter. À commenter, à discuter. La disputation est saine et bienvenue dans nos groupes. Voilà. À bientôt. À bientôt.